À la une de cette édition, le Bénin a célébré son 52e anniversaire de l'indépendance le 1er août 2012. Nous reviendrons sur les festivités dans cette édition. Économie aéronautique, l'Afrique de plus en plus convoitée par les grandes compagnies aériennes. Et pour terminer, un dossier sur les Jeux olympiques de l'Antiquité vous sera présenté. Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Béni TV pour cette nouvelle session d'information. Cette actualité s'ouvre par plusieurs manifestations qui ont été organisées pour honorer la mémoire du défunt président de la République du Ghana, John Atta Mills, en attendant les obsèques officielles prévues pour se tenir le 8 août prochain. Un hommage populaire dans toutes les villes du Ghana à John Atta Mills une semaine après sa mort. À Accra, la capitale, comme dans toutes les grandes villes du pays, c'est la fête comme l'exige la tradition. Et pour cette occasion, les couleurs rouge et noir restent de mise. Plusieurs manifestations sont organisées ça et là pour honorer la mémoire du président défunt. I've remembered exactly a week ago, 2:15 p.m. Nous nous rappelons que cela fait exactement une semaine que notre cher président John Atta Mills est décédé. Pour les Ghanéens, c'est une tradition de célébrer cette date. Nous pleurons notre président. Et si vous allez partout ici au marché comme dans le centre d'affaires d'Accra, tout le monde reste mobilisé pour rendre un hommage mérité au président. Cela n'a rien à voir avec la politique et nous avons tous le même but, rendre hommage à notre président. We are all one people, as a one goal, we are mourning our president. À Makola, le plus grand marché d'Accra, le décès du président n'est pas seulement source de deuil et de recueillement. C'est le moment des grandes affaires pour les commerçants de tissus de tout genre. Je vends ces babioles pour les obsèques du président. Je les vends 50 pézéwas. Tout le monde les aime et les achète. À 14h15, heure à laquelle le président John Atta Mills est décédé il y a une semaine, tout le peuple ghanéen a observé une minute de silence. Les obsèques de John Atta Mills démarrent officiellement le 8 août prochain. Le Bénin a célébré ce mercredi 1er août son 52e anniversaire d'accession à l'indépendance, une joie meublée par une foire de l'indépendance littorale qui a eu lieu dans l'enceinte du stade de l'amitié de Cotonou. Les fêtes marquant la souveraineté nationale du Bénin se prolongent jusqu'au 5 août prochain. L'heure est à la fête au Bénin. Le pays célèbre en effet ce mercredi les 52 ans de son indépendance. Un programme de festivités a été mis en place comme la foire de l'indépendance littorale qui se tient dans l'enceinte du stade de l'amitié à Cotonou du 20 juillet au 5 août. Le 52e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale, les manifestations officielles démarrées déjà très tôt ce matin par le dépôt de gerbes à la place du monument aux morts se poursuivent actuellement, d'accord, sur le boulevard des Armées avec un défilé des majorettes pour ouvrir aujourd'hui le défilé. Après ça, suivra le défilé militaire et paramilitaire, en présence bien sûr de l'État, des membres des institutions de la République, et des honorables députés, et du maire de la ville et autres personnalités. Alors que le pays traverse une phase économique morose, ces festivités sont l'occasion pour le gouvernement de réaffirmer son attachement à l'essor de la nation. C'est une ambiance des grands jours, ambiance de fête, ambiance festive, même si le gouvernement a décidé que la fête se déroule dans la sobriété, l'austérité budgétaire que connaissent tous les pays au monde, parce que le Bénin oblige, quoi. Mais ça n'enlève pas à la fête sa beauté. Au même moment, le FMI en visite semestrielle dans le pays a tenu à féliciter le gouvernement de Boni Yayi pour sa bonne gestion budgétaire. Ce moment d'union nationale, rendez-vous incontournable de tous les Béninois, est donc aussi le moment de dresser le bilan des changements promis par les gouvernements successifs. Nous restons au Bénin cette fois-ci pour parler santé. Le seul centre de santé de tout le pays, l'hôpital de police de Cotonou au Bénin qui accueille depuis une dizaine d'années des civils, souhaite apporter du renouveau dans tous les services du dit centre. Pour cette raison, les premiers responsables de cet établissement sollicitent l'intervention de l'État béninois, surtout que le nombre des patients a véritablement augmenté. Un hôpital de police au service de la population béninoise. Créé depuis plus d'une dizaine d'années, l'hôpital de police de Cotonou est destiné à tous les agents de la police nationale.
Seul centre de santé de police dans tout le pays, il vient en aide aussi aux populations qui se disent satisfaites des prestations rendues. Non, c'est mon enfant qui est malade. Mais à cause de mon mari est policier, c'est pour cela que je viens à l'hôpital de policier. On m'a indiqué le centre, que les gens s'occupent bien des malades ici. Donc, et j'ai pris l'habitude. Même mes beaux-frères, mes belles-sœurs, tout le monde vient ici. Même mes amis aussi viennent ici. En dehors de la médecine générale, l'hôpital dispose d'autres services, la gynécologie, la chirurgie, l'orthorinolaryngologie et la cardiologie. Avec un personnel constitué à 90% de policiers, l'établissement accueille plus d'une centaine de patients par jour. Avec le nombre des patients qui augmente, le besoin d'étendre la surface de l'espace de travail s'impose aujourd'hui. Trouver un domaine plus important pour l'extension. Pouvoir créer un bloc opératoire. Je suis gynécologue, je le rappelle, et il n'y a pas de gynécologie sans bloc opératoire. On doit créer des centres dans tous les départements du pays. Nos collaborateurs policiers qui sont à l'intérieur du pays n'ont pas les mêmes avantages que les policiers qui sont au sud du Bénin. Une mission qui nécessite une mobilisation de moyens financiers. Un volet société dans cette édition d'information, encourager l'adoption de 3600 orphelins rescapés du génocide de 1994 et leur redonner le sourire. C'est le pari que veut relever le Rwanda. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement rwandais a pris des mesures, notamment la fermeture des orphelinats et un réaménagement en faveur des familles de la loi régissant l'adoption dans le pays. Le Rwanda au chevet des orphelins. Selon l'UNICEF, on dénombrerait jusqu'à 1 million d'orphelins dans le pays dû au résultat du génocide de 1994 ainsi qu'au taux élevé du virus VIH. C'est ce qui a incité à terme le gouvernement rwandais à fermer tous les orphelinats du pays. Actuellement, 3600 de ces enfants vivent dans 34 orphelinats à travers le pays. Port PEFA est la première de ces institutions à fermer ses portes dans le cadre de ce programme. La fermeture m'a rendue heureuse car elle a mis fin à la mission que j'avais commencée et je suis ravie que ces enfants soient placés dans des familles et vivent une meilleure vie. Et cela leur offre une seconde chance. Une enquête nationale a montré que la plupart des enfants se trouvant dans les orphelinats du Rwanda ont de la famille, mais cela n'est pas facile de les retrouver. L'une des raisons de ce problème est une loi contre l'abandon des enfants qui fait craindre aux parents de s'exprimer. Je me suis sentie si mal que j'ai commencé à pleurer. J'étais prise par l'émotion et je l'ai tenue dans mes bras. Quand nous avons rencontré Esther pour la première fois, la connexion a été immédiate. Je ne sais pas, mais c'était très facile. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Pour faciliter l'adoption, le gouvernement est en train de réformer les lois sur l'adoption internationale en conformité avec la Convention de La Haye. Dans le respect de ces orphelins, l'État rwandais n'accepte pour le moment aucune demande d'adoption venue de l'étranger. Autant de dispositifs n'ayant que pour seul but de faire fleurir sur le visage des enfants rwandais des sourires enchantés. Parlons à présent économie. Avec 7% de croissance annuelle, l'Afrique attise la convoitise des grandes compagnies aéronautiques internationales. Les deux géants de l'aviation Boeing et Airbus se disputent le marché africain en plein essor et envisagent la construction d'infrastructures pour faire face à l'explosion future de la demande en transport aérien. Avec 7% de croissance annuelle, le marché du transport aérien de l'Afrique attise la concurrence entre Boeing et Airbus. Disposant actuellement de près d'une centaine de commandes chacun, les constructeurs américains et européens espèrent écouler 900 avions pour une valeur de 120 milliards de dollars sur les 20 prochaines années. Le marché africain est un marché très important pour Boeing. Nous voyons beaucoup de croissance. L'expansion de l'économie africaine se fait à un rythme spectaculaire. Les classes moyennes africaines sont en constante augmentation. Avec elles, augmentent également les revenus durables et disponibles pour voyager. Nous avons enregistré des commandes pour 246 avions sur le continent africain. Entre 180 et 190 appareils ont déjà été livrés aux compagnies aériennes. Cette forte croissance du transport aérien sur le continent devra toutefois s'accompagner d'une augmentation des infrastructures. Selon Boeing, l'industrie de l'aviation africaine aura besoin de près de 15 000 pilotes et de 16 000 techniciens de maintenance pour les 20 prochaines années. La croissance de l'aviation implique un réel défi autour des infrastructures. Les compagnies aériennes africaines tendent vers une croissance de plus en plus rapide. Mais y a-t-il des infrastructures pour soutenir cette croissance? Y a-t-il assez de pilotes formés pour y faire face? Y aura-t-il assez de personnel au sol pour affronter la croissance des compagnies aériennes? Selon la Banque africaine de développement,
les classes moyennes du continent devraient augmenter de 700 millions de personnes dans les prochaines décennies. Pour faire face à l'explosion future de la demande en transport aérien, Nairobi, la capitale du Kenya, a déjà entamé les travaux d'extension de son aéroport qui accueille aujourd'hui 7 millions de passagers de plus que l'affluence initialement prévue. Place maintenant au sport avec les Jeux Olympiques de Londres 2012. Tony Estanguet et Gévrise Eman hissent très haut le drapeau français aux Jeux Olympiques cette année. Ces deux athlètes ont brillé chacun dans leur discipline respective. Tony Estanguet arrache pour la 3e fois la médaille d'or olympique de canoë et Gévrise Eman la médaille de bronze au judo. Revivons ces moments. Après Pékin, de toute manière, l'idée de repartir, c'était pour essayer de retrouver du plaisir, de la réussite. Et je savais qu'avec ces deux ingrédients, il y aurait des médailles au bout, quoi. Et aujourd'hui, ouais, cette médaille, elle a une belle histoire, une belle saveur, parce que je sais que je reviens de loin et qu'en plus, j'ai vraiment pris du plaisir. Et dans la manière, je me suis régalé. Ce qui fait qu'on aime les Jeux Olympiques, c'est parce que c'est une équipe de France olympique et quand on voit ce qu'elle est en train de faire la natation par exemple, ça compte largement, c'est beaucoup plus important je pense même que de faire trois titres et on n'est pas là pour comparer les performances par rapport aux autres, on est là pour apporter sa contribution à l'équipe de France et pour l'instant on peut dire que ça se passe plutôt bien donc c'est génial. Mais la journée a été très difficile et compliquée pour moi, je me suis un peu battue, pas un peu d'ailleurs, je me suis battue contre moi-même. Et je suis satisfaite au final parce que voilà, je suis allée jusqu'au bout et j'ai ramené cette belle médaille de bronze. C'est vraiment la médaille du courage. J'ai jamais passé une telle journée, donc je suis vraiment contente et j'ai le sourire ce soir. Nous terminons ce journal avec un extrait d'un dessin animé provenant du Centre international olympique qui raconte comment se déroulaient les concours olympiques de l'Antiquité. Olympique, un mot magique. Nous connaissons beaucoup de légendes plus belles les unes que les autres sur la naissance des Jeux Olympiques. Ces Jeux, institués par Héraclès, l'un des plus célèbres héros de la mythologie grecque, furent rétablis au 8e siècle, en 776 avant notre ère, par le roi Iphitos, sur ordre de l'oracle de Delphes, pour mettre fin aux guerres intestines et à une peste qui désolait la Grèce. Désormais, proclama-t-il, toutes les hostilités cesseront pendant la durée des Jeux, et que la colère de Zeus s'abatte sur celui qui viendrait en Olympie avec des armes. Quand la trêve olympique, l'Ekesheria, était prononcée, les soldats devaient cesser tout combat le temps des Jeux. Les ennemis d'hier, désobéissant aux ordres de leur chef, venaient à cette fête de la paix mesurer leurs forces dans des compétitions loyales et se réconciliaient. La fleur de la culture hellénique rejoignait aussi les athlètes. L'illustre orateur athénien Démosthène, le grand philosophe et mathématicien Pythagore, et même le populaire philosophe anachorète Diogène, connu pour son tonneau. Peintres, musiciens, poètes, comédiens, tous venaient prouver leur talent. Et Pindare, le grand poète lyrique grec, chantre de l'olympisme, la glorifiait dans ses Épinities, ses écrits, plaçant la trêve olympique derrière le soleil pour réchauffer le monde et ne trouvant rien de plus beau que ces hymnes pour célébrer les Jeux Olympiques. Mesdames et messieurs, bien-aimés en Christ, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur la chaîne des bénis et que Dieu vous garde.